L'IA, l'intelligence artificielle, qui parfois nous échappe, s'invite donc dans notre quotidien, on l'a vu dans la presse, ChatGPT ou encore DALL-E qui permet de composer des textes sur presque n'importe quoi, n'importe quel sujet à la volée, ou même de créer des images. Et bien derrière ces outils, il y a une société, Laurent, bonjour. Bonjour David. Laurent Grassa, directeur de la rédaction de Boursorama. Il y a une société qui s'appelle OpenAI et qui fait de plus en plus parler d'elle. Et on en est peut-être qu'au début, c'est pour ça qu'on va en parler dès maintenant. Ouais. Certains le voient déjà comme un très sérieux concurrent de Google. On peut rappeler le principe de cette intelligence artificielle, ChatGPT ou DALL-E. DALL-E, c'est en rapport avec Wall-E, DALL-E, avec quoi? Oui, je vais vous le dire, David, mais une question que se posent les milliers de fans d'Ecorama, les millions. Est-ce que vous utilisez ChatGPT pour écrire vos interviews, David? Nope. Eh bien, vous pourriez, en fait, vous l'avez présenté en fait en introduction, c'est une intelligence artificielle conversationnelle, ChatGPT, et énormément de gens l'ont testé, il y a eu un très très gros buzz là-dessus. Vous l'avez testé vous aussi? Je l'ai testé, notamment, c'est assez bluffant, c'est-à-dire que... On peut faire quoi concrètement alors? On peut lui demander de nous pondre un texte sur un sujet donné avec un style particulier. Décris-moi l'émission Ecorama dans un style journalistique, par exemple. Et l'intelligence artificielle qui a été entraînée sur des milliers, des millions de textes va puiser dans sa base de connaissances et va vous sortir un texte, un raisonnement dans un style. Donc elle peut certes faire des essais, mais elle pourrait aussi faire des chansons, des tweets, etc. adaptés. Et ce qui est bluffant là-dedans, c'est que le résultat est très naturel, très bluffant. On pourrait vraiment avoir l'impression à quelques petits détails près que ça a été écrit et plutôt bien écrit. Quelle demande vous avez fait, vous? Alors moi j'avais fait notamment quelque chose de lié aux formations professionnelles. Oui, c'était assez spécifique, en demandant d'ajouter notamment des éléments, des fun facts par exemple. Et voilà, hormis les quelques retouches que vous pouvez être amené à faire, c'est extrêmement convaincant. Donc ça c'est pour ChatGPT, à tel point d'ailleurs que les écoles publiques de New York l'ont interdit, parce qu'on voit bien la tentation quand on est étudiant, lycéen, qu'on est un petit peu à la bourre, qui veut faire une rédaction, de se dire tiens, si je me faisais aider. Et DALL-E, oui, vous l'avez dit, c'est un petit peu le pendant de ChatGPT pour les images. Alors DALL-E, c'est assez rigolo, c'est un mot valise qui est à la fois un petit clin d'œil à Wall-E, vous savez, le petit robot du dessin animé, et bien sûr Salvatore Dali. Et là, c'est la même chose, vous pouvez lui demander de créer des images avec une description textuelle. Alors, j'ai testé différentes choses, par exemple, voilà, fais-moi une cathédrale au milieu d'une île déserte dans un environnement paradisiaque, et l'intelligence artificielle vous sort des images, quelquefois c'est un peu loupé, quelquefois c'est carrément bluffant par la qualité du résultat. Et on voit bien que, en tout cas, depuis que c'est sorti, ça fait vraiment parler, si je puis dire, et c'est assez normal. Cette société qui est derrière, c'est OpenAI. Et quand on gratte un peu, on voit qu'il y a qui, pas très loin? Il y a Elon Musk. Oui, effectivement, OpenAI. Je suis surpris que vous ne l'ayez pas fait en anglais, David. OpenAI. Je peux encore vous surprendre. Oui, c'est vrai. Qui a vu le jour à San Francisco en 2015, sous l'impulsion, d'Elon Musk, encore lui, et surtout de Sam Altman. À l'époque, il était à la tête d'Y Combinator, Y Combinator, si vous voulez que je vous le fasse en anglais, moi aussi, principal incubateur de start-up de la Silicon Valley. À la base, ça s'ouvre un petit peu comme une association à but non lucratif, avec vraiment quelque chose avec un investissement initial d'1 milliard de dollars, bon, c'est quand même déjà pas mal pour commencer, et c'était un objectif ambitieux de développer une intelligence artificielle qui bénéficierait à toute l'humanité, donc c'est plutôt pas mal. La société a changé un tout petit peu de statut en 2019, où elle est devenue une société lucrative, à but lucratif plafonné, c'est-à-dire qu'à côté de l'association, il y a une société, parce que bien sûr ils avaient besoin de faire des investissements, dans lequel il y a la recherche de profit, mais c'est plafonné. C'est-à-dire que, par exemple, pour le premier tour de table des investisseurs, ils ne pouvaient pas gagner plus de 100 fois leur mise. Et la société précisait en 2019 que les multiples seraient sans doute même moindres sur les tours de table suivants. Le but, c'était de pouvoir financer, encore une fois, le développement de la société. Finalement, Elon Musk... Vous êtes dire, il est toujours là ou pas? Il s'est écarté en 2018. Il ne s'était pas tout à fait d'accord sur la direction à prendre. Il est intervenu récemment, je crois que c'était fin de l'année 2022, dans un premier temps pour soutenir ChatGPT, puis après de dire que non, c'est un peu du Elon Musk dans pur jus, si je puis dire, en
parce qu'il a appris qu'OpenAI avait accès à la base de données de Twitter et il attend, dit-il, d'en savoir un peu plus sur la gouvernance et les plans de revenus à venir. Au-delà d'Elon Musk, il y a du beau monde derrière OpenAI, de bonnes fées avec des poches assez profondes. Bien profondes, oui. Quelques noms qui ne parleront peut-être pas au plus grand nombre, mais qui sont quand même intéressants de mentionner. Vous avez Greg Brockman, qui était anciennement à la direction de Stripe. Vous aviez aussi Ilya Sutskever, qui est un informaticien de génie qui est venu de Google. Et puis surtout, effectivement, la marraine, si je puis dire, d'OpenAI, c'est Microsoft qui, pour le coup, en 2019, là aussi a fait un petit peu banco, a investi $1 milliard sur plusieurs années avec un objectif d'intégrer finalement cette solution d'intelligence artificielle au sein de sa plateforme Azure, qui est vraiment un axe de développement important pour Microsoft. Donc on voit bien là un allié assez puissant. De la prouesse technologique à un business florissant, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir. Alors, et c'est là où on reboucle avec ce que vous disiez dans votre introduction. David, on en est... Parce que c'est gratuit pour l'instant, c'est gratuit. Pour le moment, c'est gratuit, même s'il y a déjà des ventes de licences du moteur GPT-3 sur lequel est basé ChatGPT qui rapporte déjà de l'argent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a déjà du monde que ça intéresse. Pour le moment, l'entreprise n'est pas cotée, mais certains fonds d'investissement se sont dit, tiens, pourquoi nous, on ne se placerait pas? Ils ont cherché à racheter 300 millions de dollars d'actions auprès des salariés. Et bien sur cette base, c'est ce que vous disiez, OpenAI, 30 milliards coté, vaudrait 30 milliards de dollars. C'est bien sûr le double d'il y a 2 ans et bien sûr 30 fois plus qu'à sa création, puisque c'était 1 milliard. Toujours pour donner une idée de comparaison, cette valo de 29 milliards, c'est plus que Carrefour, c'est plus qu'Orange. Hein. Donc voilà. On est à Wall Street, on est aux États-Unis. Voilà, exactement. Alors, bien sûr, il va falloir voir ce que tout ça donne au-delà du buzz, du fait que dès que le ChatGPT notamment a été lancé, il y a eu des millions d'internautes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que du côté des résultats, 200 millions de dollars de recettes sont attendus cette année, 1 milliard l'année suivante. Et puis on va reparler de Microsoft qui se dit pourquoi pas, à côté d'Azure, intégrer ChatGPT dans son navigateur Azure, Bing. Azure, c'est la plateforme cloud de Microsoft dont je vous parlais. Et pourquoi pas le mettre dans Bing? Vous savez, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Pas vraiment beaucoup utilisé en Europe, un petit peu plus aux États-Unis, et qui pourrait, pourquoi pas, prendre sa revanche. Exactement. Bon, on parlait de Google. Qu'en pense Google, qui ne doit peut-être pas voir forcément d'un très très bon œil le développement de cette concurrence? Et c'est peut-être ça qui est intéressant finalement, si on se replace du point de vue de l'investisseur qui nous regarde et qui se dit, bah, ok, ça c'est intéressant et tout, mais je ne peux pas encore acheter de l'OpenAI. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment la boîte va se développer. Mais qu'est-ce que ça peut dire pour Google et pour Microsoft aussi, hein. Pour Google, finalement, ils prennent la menace très au sérieux. Ils se sont dit que là, il y a quelque chose qui peut être forme vraiment de changement assez fort en termes de technologie. En interne, Sundar Pichai, qui est le directeur général de Google, il a un petit peu multiplié les réunions ces dernières semaines pour redéfinir les priorités de Google sur le domaine. Ou alors, en tout cas, c'est le signe qu'en tout cas, on prend ça au sérieux. On prend ça au sérieux. Hein, voilà. Il a affecté des ressources des différentes parties de l'entreprise sur ces projets de façon à rattraper le retard. Google n'est pas en reste là-dessus. Ils ont eux-mêmes leur propre modèle, mais ils le testent avec beaucoup de prudence, attendons de voir ce que ça donne, voir aussi les limites, hein, puisqu'on va en parler. Mais ils se rendent compte que la menace est bien réelle, et là, je pense qu'ils vont accélérer très très fort la donne sur le sujet afin de ne pas se laisser distancer. Bon, comme aurait dit Steve Jobs à la grande époque, évidemment, c'est une révolution. C'est une révolution à voir. On l'a dit, Google a les moyens de frapper vite et fort s'ils s'y mettent. Il y a encore pas mal de limites. C'est pour le moment, la technologie de l'IA, elle est très consommatrice de données. ChatGPT, il est arrêté à 2021 en fait. Donc il va falloir, si on voulait le déployer comme ça, il faudrait mettre à jour sa base de connaissances, hein, contrairement à un moteur de recherche qui fait ça en temps réel. Il y a un autre sujet aussi, David. Enfin, il y a 2 autres sujets. Un, pour le moment, il n'est pas très regardant sur ses sources. Donc il peut, si vous lui demandez de faire un essai sur le fait que la Terre est plate, il va vous le faire, et sans doute de façon très convaincante. Ça pose quand même un sujet. Ça pose aussi un sujet, bien sûr, sur tout ce qui est discours haineux, raciste, etc. Et puis ça pose un autre sujet. Pour le moment, on l'a à peine évoqué, mais c'est quand même les droits d'auteur, puisque pour nourrir cette énorme base de recherche, il faut aller
piocher dans des choses qui ont été faites par des gens, par des humains, eux, bien réels, et qui, à un moment, pourraient se dire, mais attendez, vous êtes gentil, moi, je dois être rémunéré là-dessus. Ouais. Donc, encore, pas mal de questions. En tout cas, certains analystes considèrent que peut-être que OpenAI, c'est l'atout dans la manche de Microsoft et que ça pourrait... que Microsoft a visiblement beaucoup d'ambition sur ce sujet et pas mal d'idées pour le développer et que finalement, la bataille qui est plutôt intéressante, ça va être celle que vont se livrer Microsoft. Souvenez-vous, un espèce de revers de l'histoire, Microsoft qui, à un moment, était tellement dédié sur les logiciels bureautiques et autres qu'il n'a pas vu venir Google dans les navigateurs et la recherche, et qui maintenant pourrait peut-être prendre sa revanche, lui rendre la monnaie de sa pièce. Passionnant en tout cas. Ah ouais, c'est clair, en termes de business, c'est passionnant. Et déjà 30 milliards, 30 milliards oui, pour commencer. Pas mal. Bon, très bien. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.